Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien en cette Bonjour rentrée, à tous. en ce mois de septembre. À mes côtés, Stéphane Aucoin pour le webinaire de la transition écologique qui vous est présenté maintenant pour certains par la Cité des métiers de Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur et son projet Éclore, donc Éclore qui vise à informer et promouvoir les métiers et filières de la transition écologique. Aujourd'hui, dans ce contexte particulier, sur le webinaire Éclore, nous allons parler de l'économie circulaire et plus particulièrement de la coopération entre les entreprises locales plutôt innovantes, mais on vous en parlera. Quelques témoignages qui viendront appuyer les arguments et les éléments de Stéphane. Donc Stéphane Aucoin, qui représente alors pas mal de structures, mais en tout cas fondateur de Reduce for Good et qui traite des thématiques d'innovation durable, d'économie circulaire, de stratégie bas carbone, entre autres, mais on va vous en dire très très bientôt. On est ensemble jusqu'à midi. Donc voilà, restez connectés. On vous permettra d'intervenir, de poser toutes vos questions à Stéphane et à l'équipe qui sera présente du coup pour animer ce webinaire en fin de session. Donc comptez une demi-heure, 40 minutes. Et les questions-réponses se fera à travers la barre de tâches Q&R que vous avez donc du coup normalement en haut de l'ordinateur pour pouvoir interagir avec nous. D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon webinaire. Stéphane, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci et bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Aucoin, je suis effectivement consultant en économie circulaire et en décarbonation. J'interviens auprès d'organisations, donc ça peut être des associations, des entreprises, mais également aussi des collectivités. Je suis ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Alors, le but sur cette thématique de l'économie circulaire et plus particulièrement de la nécessité de la coopération pour la déployer. J'ai volontairement fait assez simple sur quelques slides pour situer à la fois le contexte, rappeler les grands principes de l'économie circulaire, et puis parler plus particulièrement effectivement de la coopération comme moteur de l'action. L'idée, c'est, après cette première partie, de confier la parole à Eric, Thibault et Stéphane, qui seront nos témoins, donc trois acteurs en fait de la transition, engagés sur le territoire et qui partageront en fait à la fois ce qu'ils proposent, leur retour d'expérience et en quoi la coopération est nécessaire pour développer cette thématique. Alors, je vais tout de suite démarrer et j'ai intitulé en fait changer de vision. Pourquoi? Alors, un élément de contexte, c'est pas forcément le plus joyeux, mais je crois que si on n'a pas ces éléments en tête, on ne peut pas en fait s'engager. C'est parler en fait des ressources. Si on, j'ai indiqué en haut à droite de l'écran, vous voyez en fait la définition de l'économie au sens étymologique du terme. En fait, c'est la gestion des ressources du foyer. Et donc, ce slide, il est là pour montrer un petit peu l'évolution de la gestion de ces ressources. Vous avez en fait sur ce graphique, vous avez 4 types de ressources. Vous n'avez pas l'eau, qui est un vrai sujet, on pourra en parler, mais vous n'avez pas l'eau sur ce graphique. Vous avez en fait les métaux, les fossiles, c'est-à-dire les combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Vous avez ensuite la biomasse. Donc la biomasse, c'est le vivant. Donc c'est à la fois le vivant sauvage, mais aussi le vivant d'élevage, hein, qui compte aujourd'hui beaucoup plus que le vivant sauvage. Et puis tout ce qu'on va avoir comme minerais non métalliques. Donc les minerais non métalliques, c'est par exemple le sable, le gypse, voilà. Et vous avez sur le graphique en fait l'évolution entre sur à peu près un demi-siècle, entre 1970 et 2017. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette évolution, elle s'accélère, elle tire à l'exponentielle. Elle a fait, en fait, elle a été multipliée par plus de 3, en fait, par presque 4 sur ce demi-siècle. Euh, et on a effectivement, par ailleurs, ce qui est important, je l'ai mis sur la droite, c'est que il y a une corrélation parfaite en fait entre le PIB, l'évolution du PIB et l'évolution en fait de l'extraction de ressources dans le monde.
Donc ces ressources, c'est 90 gigatonnes, hein. Pour se donner un exemple, c'est comme si on avait un mur qui fait tout le tour de la planète, donc 40 000 kilomètres, de 10 mètres de large sur 250 mètres de haut, ou le contraire, puisque ça marche aussi. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que tout ça, c'est un flux. Donc, c'est tous les ans. Donc, vous voyez sur le diagramme, en fait, ces barres, c'est tous les ans. Donc, le PIB est complètement corrélé, donc un modèle de croissance qui repose sur l'extraction de ressources, avec une population mondiale qui a évolué extrêmement rapidement, mais qui n'a évolué dans le même temps que du double. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que chaque nouvel arrivant sur cette planète, en fait, a un niveau de consommation, et donc lié à l'extraction de ressources en amont, qui est plus important et qui croît plus vite, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous avez ici cette évolution d'extraction des ressources qui démontre effectivement le côté extractiviste et sur quoi repose en fait notre modèle. Donc, en conclusion sur ce slide, on peut se poser la question de comment gère-t-on nos ressources. Et pour le dire très simplement, et ce sera sur ce second slide l'illustration en fait des conséquences de cette extraction de ressources qui s'accélère de façon vraiment exponentielle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a un fameux jour du dépassement. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce concept. Donc c'est sur la partie gauche de l'écran. En 2025, alors, en l'occurrence c'est 2024, on n'a pas les chiffres à jour pour 2025, mais cette date à laquelle en fait l'humanité a consommé la totalité des ressources que la Terre peut générer ou régénérer en une année, eh bien, elle est de plus en plus tôt. Elle est aujourd'hui le 1er août, ce qui veut dire que on vit désormais quasiment à crédit la moitié de l'année. Je précise en fait que c'est à la fois ce que peut produire la Terre en une année, mais c'est aussi ce qu'elle est capable en fait d'absorber en matière de déchets et de pollutions diverses. Hein. C'est ça qu'on entend par jour du dépassement. Alors, cette extraction de ressources, pour revenir, vous avez sur la partie droite, en fait, le schéma de ce que vous avez peut-être entendu sous le nom de limite planétaire. Alors, le nom exact, c'est plutôt frontière planétaire. Vous avez au centre, en fait, vous avez 9 variables qui ont été définies par les scientifiques et qui font que le système Terre est habitable pour nous humains. Ces 9 variables, vous en connaissez certaines. Alors, pardon, c'est en anglais, je vous les détaille rapidement. Vous avez effectivement climate change, donc c'est le changement climatique. Novel entities, en fait, ce sont toutes les pollutions qui sont comment dire, déversées sur la planète. Stratospheric ozone depletion, ça c'est la couche d'ozone, donc le problème a été réglé. On voit qu'on est dans cet espace vert, donc dans cet espace sûr. Atmosphérique aérosol loading, c'est la production d'aérosols dans l'atmosphère. L'acidification de l'océan. Alors j'y reviendrai rapidement puisqu'on a une info qui date de ce matin, hein, voilà, comme quoi cette frontière vient d'être franchie. Elle est directement reliée en fait à la frontière concernant le réchauffement climatique, puisqu'en fait le CO2 se dissout dans l'océan et il contribue à son acidification. Donc forcément, si le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier de CO2, s'intensifient, eh bien, elles vont intensifier également l'acidification de l'océan. Biogeochemical flow, ce sont les flux biogéochimiques, P pour phosphore et N pour azote, donc nitrogène en anglais. Donc ça, c'est l'excès, en fait, de matière nutritive dans le sol, donc principalement lié à l'agriculture. Vous avez ensuite l'utilisation de l'eau verte et l'eau bleue. Donc l'eau bleue sont les cours d'eau et l'eau verte, c'est plutôt en fait le niveau d'humidité des sols, donc c'est-à-dire
à quel niveau cette eau va s'infiltrer dans les sols et va contribuer à la biodiversité. Land System Change, ça c'est l'usage des terres, hein, donc c'est notamment les questions de la déforestation. Et puis vous avez, pour terminer la roue, vous avez effectivement Biosphere Integrity, donc ça c'est l'érosion de la biodiversité, à la fois sur la partie génétique, c'est-à-dire la disparition des espèces, et au niveau fonctionnel, c'est-à-dire plutôt sur ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire ce que nous apporte la biodiversité et tout simplement le fait qu'elle nous permet de vivre. Bon, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est très clairement en fait que 6 des frontières planétaires sont très très largement dépassées puisqu'elles virent pour certaines au jaune, pour d'autres à l'orange et pour d'autres au violet. Et tout ça vient en fait remettre en cause l'équilibre du système Terre, c'est-à-dire nos conditions d'habitabilité. Et l'extraction des ressources, elle est responsable sur ces questions de plus de 50% des impacts. Donc c'est vraiment un point qui est intéressant quand on parle d'économie circulaire. En fait, on parle de la question des ressources. Alors, évidemment, l'économie circulaire, vous en avez déjà tous entendu parler, au cœur de la transition. Ce qu'on peut dire, donc, c'est que ce concept au départ des 3 R, donc de reduce, reuse et recycle, donc réduire, réutiliser et recycler, il a évolué et c'est le lien qu'on peut faire aussi avec le système Terre, avec deux autres comment dire, concepts. Le premier, en fait, c'est refuser, c'est-à-dire au-delà de réduire en amont, c'est la question de refuser un certain nombre de choses, c'est-à-dire des choix qu'on va faire sur ce qu'on va vouloir produire et consommer. Donc ça, c'est un point très très important. Et le dernier, qui est en fin de après recycler, donc sur rendre à la terre, c'est aussi la prise en compte, en fait, justement, de la question de ces cycles et comment l'économie circulaire, qui pendant très très longtemps a été en fait comment dire, sur sa première phase, une approche qui consistait à faire un peu mieux ce qu'on faisait déjà, finalement aujourd'hui vient s'intégrer dans des cycles beaucoup plus globaux et qui rejoignent en fait l'équilibre du système Terre. Alors, comme on vient de le voir, en fait, cette économie circulaire, donc circulaire pour le côté évidemment boucle, hein, on y reviendra un petit peu après, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est indispensable, nécessaire et urgente. On l'a vu notamment à travers le dérèglement des équilibres de la planète. Pour le vivant, hein, c'est-à-dire pour le vivant humain, pour nous, et non humain, puisqu'on en dépend. Ça, c'est la première chose. Si on met de côté en fait cet aspect, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, de plus en plus d'éléments dans votre activité au quotidien. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les personnes qui écoutent ce webinaire, mais si on prend côté entreprise, le développement donc de la RSE, et à travers les reportings qui sont de plus en plus importants, comme la CSRD, alors qui est plutôt réservée à des grandes entreprises, mais qui évidemment, par ricochet, va concerner toutes les entreprises qui sont liées à un donneur d'ordre. Donc ça, c'est l'évolution, en fait, effectivement, elle est nécessaire, cette économie circulaire. Il faut la mettre en place parce que vous avez aussi de plus en plus des obligations réglementaires ou des pressions en fait du marché. Ah, il y a un autre aspect qui est la réglementation à travers notamment la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui depuis quelques années vient réglementer, en fait, alors ça peut être par exemple l'utilisation des plastiques à usage unique, ça peut être la commande publique, en tout cas une pression réglementaire qui est de plus en plus forte et qui s'impose à toutes les organisations. Et puis au-delà effectivement de la pression un petit peu en cascade, en ruissellement, comme on dit, des donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, on a aussi une attente des consommateurs de plus en plus forte sur des produits durables qui vont prendre effectivement
soin de notre planète. J'en profite pour dire que ce qu'on appelle la CSRD, donc on a plusieurs volets. On a en fait 6 thématiques sur la partie environnementale, hein, puisque c'est pas que l'environnement, mais sur l'environnement, on a 6 thématiques que sont l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a l'adaptation, c'est-à-dire que quoi qu'on pense du sujet, ses conséquences sont déjà à l'œuvre, donc c'est comment on adapte notamment nos territoires. On a ensuite la question de la préservation de la biodiversité, on a la question de la gestion de la ressource en eau, la question des pollutions diverses et variées, et puis enfin une dernière rubrique, une dernière thématique qui est économie circulaire, donc sous-entendu la gestion des ressources. À titre personnel, je trouve que c'est pas forcément très bien, comment dire, ficelé dans la mesure où la question des ressources, elle est transverse et on va le voir également par la suite. Ce qui est important, c'est que cette CSRD, elle est aussi aujourd'hui, enfin, les thématiques qui sont demandées aux entreprises le sont également depuis peu pour les collectivités à travers ce qu'on appelle la démarche du budget vert, c'est-à-dire l'évaluation environnementale du budget, chaque ligne du budget, donc plutôt les investissements, mais également les dépenses de fonctionnement. Et l'idée, c'est de savoir dans quelle mesure ces budgets sont compatibles ou contribuent en fait à la transition environnementale. Une autre question qui se pose évidemment, c'est la question des approvisionnements quand on parle de ressources. Et là, on a deux aspects. Le premier, c'est la sécurisation des approvisionnements. On sait qu'on est on est dans un contexte en fait de contraction énergétique. Donc même si preuve en est, malgré le conflit en Ukraine, nous continuons de nous approvisionner en pétrole et gaz russe directement ou indirectement. Donc ça montre la tension qu'il peut y avoir sur l'énergie. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça va être sur la sécurisation plutôt des matières hors énergie. Celles qu'on a vues précédemment, ça peut être la biomasse, ça peut être les métaux, voilà. Et sur ces aspects, on a effectivement des tensions géopolitiques qui sont de plus en plus importantes et qui mettent en péril en fait les filières d'approvisionnement. La seconde chose, ce sont les coûts. Sur les approvisionnements, ce qui est rare est cher, et à partir du moment où nos ressources sont de plus en plus difficilement accessibles, souvent parce que on s'approvisionne dans des contrées très lointaines. Cet aspect, il est très important parce qu'on s'attend sinon à une augmentation constante, mais en tout cas à une volatilité très importante du coût des matières premières dans les années qui viennent. Et puis, si on regarde les choses plutôt au point de vue, je dirais, positif, l'économie circulaire, c'est également beaucoup d'opportunités. La première, c'est de travailler effectivement sur l'aspect innovation et sur les nouveaux marchés couvrent en fait cette dimension. La seconde chose, c'est la différenciation et l'expérience client qu'on peut offrir à travers cette nouvelle façon de consommer et donc de produire en amont. Et puis, on a énormément de questions concernant l'image globale de l'organisation, que ce soit au sein de sa chaîne de valeur ou vis-à-vis du marché global. Et c'est notamment les questions d'attractivité de l'entreprise, par exemple les questions de recrutement et d'image employeur que cette thématique peut venir en fait soutenir. Alors, créer de la valeur durable, c'est un peu l'objectif de l'économie circulaire. Et là, c'est important de bien comprendre en fait le passage d'une économie linéaire, donc où j'extrais, je produis sur cette première phase que vous avez à gauche. Ensuite, un usage qui a été de plus en plus, réduit, un temps d'usage de plus en plus réduit, notamment sous l'effet de l'obsolescence programmée, de la publicité, hein, le matraquage est important, donc
un usage en fait qui s'est effectivement réduit, et puis une perte de valeur directement après cette phase d'usage, c'est-à-dire une production de déchets assez rapide, et donc une valeur qui est dégradée dès l'amont. Si je prends par exemple, pourquoi une valeur qui est dégradée dès l'amont? Si je prends en pré-usage, faut savoir par exemple que dans la production agroalimentaire, par rapport à finalement euh, ce qu'on va consommer in fine, vous avez 45% de la production qui est gaspillée sur tout le processus en fait de fabrication. Donc ça donne une petite idée des impacts qu'il peut en avoir effectivement dès l'amont. En phase d'usage, à travers un renouvellement excessif et des besoins dont qu'on peut légitimement challenger. Donc ça, on pourra citer le cas de la fast fashion, par exemple, sur la consommation de textiles. Et puis cette production de déchets, évidemment, qui continue de croître. En France, c'est 350 millions de tonnes par an, avec une part assez conséquente, notamment du BTP. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de travailler sur une valeur différente, et on va travailler sur trois piliers. Ces trois piliers, en fait, le premier pilier, ça va être effectivement de réduire les impacts et la consommation de ressources, donc sur l'amont de la phase d'extraction, donc c'est-à-dire solliciter la planète. Donc c'est la question des mines, c'est la question de la ressource en eau. Ensuite, ça va être la question des étapes de fabrication, de transformation et de fabrication. Donc là, elles sont assez résumées, mais il faut savoir, par exemple, si je reprends le cas du textile, pour un t-shirt, vous allez avoir plus d'une dizaine d'étapes, hein, donc plus d'une dizaine de process différents qui vont chacun avoir leurs impacts. Et puis ensuite, vous avez toute cette phase de communication et de distribution, donc la phase logistique, mais aussi la phase de communication. Donc là, l'idée, ça va être de travailler effectivement sur des matériaux qui vont être un peu différents. Donc je rappelle toujours, pour diminuer la pression sur les ressources, le premier point, c'est effectivement refuser, réduire, se poser la question de est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est quelque chose qui va nous occuper très fortement ces prochaines années. Il faudra faire des choix, et puis ensuite, c'est intervenir sur chaque process. Donc, en termes de fabrication, donc ça peut être effectivement tout ce qui va être lié à l'éco-conception. Donc, on va avoir toute cette phase sur la réflexion sur les process qui sont utilisés. Et puis, sur cette question de logistique, on va avoir toute la question des circuits courts, notamment, c'est comment on va pouvoir privilégier un approvisionnement local. La seconde partie, ça va être effectivement cette phase d'usage qu'on va essayer d'allonger au maximum pour conserver la valeur qu'on a créée. Et cette seconde phase, en fait, elle s'appuie sur deux principes qui sont en théorie assez simples, pas forcément évidents à mettre en place. C'est d'optimiser l'usage, et c'est d'optimiser l'usage à travers l'allongement de la durée de vie des produits et d'intensifier leur usage. Donc là, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à disposition aussi du consommateur pendant cette phase d'usage, pour pouvoir peut-être lui-même réparer, pour pouvoir partager, mutualiser les biens. Ça va être les questions d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire comment demain je passe de l'achat d'un produit à l'achat plutôt d'un service, ce qui permettra en amont de diminuer en fait l'utilisation de ces produits, en tout cas la construction de ces produits. Donc cette phase, elle est assez importante, elle est même essentielle, et c'est se poser la question de l'usage. Et puis la troisième partie, c'est effectivement, et c'est là que va intervenir le côté circulaire qu'on a dans l'économie circulaire, c'est comment en fait le plus tôt possible, et ça c'est très très important, vous le voyez sur le graphique, comment le plus tôt possible on va réintroduire en fait la matière ou l'usage
la matière à travers son usage. Donc la première chose, c'est effectivement les questions de réemploi. Et on va voir que cette flèche, en fait, elle revient directement en phase d'usage, donc elle ne sollicite pas le premier pilier. Ensuite, ça va être la question, par exemple, de la réutilisation, c'est-à-dire pour une autre destination, mais on va récupérer en fait un matériau qu'on va réintroduire dans un nouveau cycle. Donc on aura une boucle qui sera un petit peu plus longue, donc certes un peu plus d'impact, mais qui a son intérêt, puisque là on va revenir en fait en phase de distribution, donc on va éviter les trois étapes en amont. Ensuite, on va avoir toutes les questions de reconditionnement ou de remanufacturing. Donc le reconditionnement, c'est de remettre en état. Le remanufacturing, c'est de repasser à l'usine pour remettre en état, mais avec les mêmes conditions de garantie. Donc c'est un process qui est un petit peu plus lourd. Et on voit que effectivement la flèche va nous ramener en fait à une étape intermédiaire en phase amont. Et puis vous avez en troisième étape cette phase de recyclage. Vous reconnaissez le logo où la boucle va être un petit peu plus longue et donc on aura perdu un peu plus de valeur. Alors l'idée n'est absolument pas de dire que le recyclage n'est pas une bonne option, mais c'est important de bien comprendre que si on raisonne en termes de valeur, c'est l'option qui conserve le moins la valeur. Et donc, plus on va se rapprocher de l'amont, plus on va retourner à l'usage, et plus en fait on va économiser des ressources. Donc, ces trois piliers sont très très importants. On peut les regrouper aussi sous une approche qu'on va appeler éco-conception, dont vous avez sans doute entendu parler. 80% des impacts en fait d'un produit créé le sont dès sa phase de conception. Donc la phase d'anticipation pour effectivement questionner les matières qui vont être utilisées, questionner en fait quel est l'usage, comment on va faire en sorte que cet usage soit prolongé et qu'il soit optimisé, et comment on va permettre dès la phase de conception de pouvoir réintroduire la matière le plus tôt possible, bah c'est absolument essentiel, puisqu'une fois que le produit est sur le marché, entre guillemets, on le maîtrise beaucoup moins. Alors, des exemples locaux qui font bouger les lignes, ça c'était important de donner quelques exemples. J'ai volontairement pris des exemples sur le territoire. Le premier, alors c'est l'exemple avec l'incassable de la consigne. Donc ça c'est très important. Donc l'idée, si on prend par exemple le cas d'une bouteille en verre, alors une bouteille en verre, le verre avec les métaux font partie des matériaux qui sont facilement recyclables ou techniquement en tout cas très solides d'un point de vue du recyclage. Néanmoins, c'est très énergivore au niveau du processus de recyclage. Donc là l'idée c'est effectivement de venir en fait couper une étape avec un circuit fermé. Et là, on va avoir des choses qui sont assez intéressantes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est absolument pas un retour à l'âge des cavernes, hein, puisque nos voisins, par exemple allemands, belges, font déjà de ce point de vue-là des choses qui fonctionnent très très bien. Donc là, on est plutôt sur le côté grande distribution à travers l'usage de contenants réutilisables. Alors, ça pose des questions qui sont des questions, par exemple, sur le format de la bouteille. Si on veut demain que tout ça prenne de l'ampleur, ça veut dire qu'il faut peut-être aller vers des bouteilles standards. Voilà, donc ça, c'est par exemple un vrai sujet. Le second sujet que j'ai pris, c'est Reedificare, en fait, dans le domaine de la construction. Reedificare, en fait, c'est une entreprise qui a été développée par Valérie Decaux, qui est architecte, et qui il y a maintenant une dizaine d'années, compris qu'on avait, sur la question du réemploi des matériaux de construction, on avait deux dimensions qu'il fallait traiter. La première, c'était effectivement aller plutôt sur la déconstruction plutôt que la démolition. Depuis, la réglementation a fait son chemin, puisque maintenant, quand on veut en fait, détruire par exemple un immeuble, on est obligé de faire un diagnostic des ressources qu'on va pouvoir conserver et celles qu'on ne pourra pas réutiliser. Donc ça, c'est le premier point, c'est le côté déconstruction plutôt que démolition, et donc qui amène toute une série de nouveaux process et de nouvelles façons de faire, et donc un nouveau regard aussi
sur l'activité de construction. Et puis c'est la question derrière du stockage, c'est-à-dire que si demain vous déconstruisez un immeuble, c'est-à-dire si vous récupérez proprement, vous découpez des parties, les huisseries, la charpente, etc., il faut pouvoir les stocker en prévision de leur futur usage. Et là, Valérie a imaginé en fait une plateforme qui permet en amont de venir en fait se passer de cet aspect foncier, qui est un aspect qui n'est pas évident à traiter, surtout dans la région, parce qu'il est assez peu disponible et d'un coût élevé. Donc ça, c'est vraiment important sur comment dire, le côté construction. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 350 millions de tonnes de déchets. Le BTP au sens large, donc c'est pas uniquement la construction, c'est aussi les travaux publics, mais c'est les 2 tiers en fait des déchets. Donc il y a des gisements et des ressources à réutiliser qui sont très très importantes. Un autre exemple avec Carbon Blue, donc qui est basé à Gemnos. Vous avez à l'image en fait de la production de mobilier. Donc là, vous avez 2 tables, deux chaises, une table basse, notamment pour les collectivités, mais pas que, où on va utiliser du polyéthylène recyclé. Et donc, on va avoir effectivement un système vertueux où on va retrouver des produits qui sont en plus assez sympathiques avec un petit côté pop art. Donc, on va aller récupérer en fait ces chutes de polyéthylène de l'industrie pour les reconfigurer en mobilier. Et donc, éviter aussi en amont l'achat d'un mobilier neuf, peu importe qu'il soit en bois, en plastique ou en fer. Donc ça, c'est intéressant. Sur Carbon Blue, le principe, au-delà du procédé technique, c'est d'avoir aussi développé un concept de micro-usine pour pouvoir aller s'installer en fait au plus près des gisements, et donc pour éviter toutes ces phases de transport de la matière qui pourraient à un moment venir annuler les bénéfices en fait de la démarche. J'ai pris aussi l'exemple de Canal 16 Lab qui, en travaillant avec le Grand Port Maritime de Marseille, récupère des radeaux de survie pour en faire de la maroquinerie, des sacs. Donc là encore, quelque chose d'assez vertueux, puisque finalement, ce déchet qui était jusque-là traité comme tel devient une ressource précieuse pour ces sacs. J'en profite pour faire une petite dédicace à Fast Academy. Il y a Jocelyn Maire qui réintroduit en fait la filière textile à travers cette école de couture donc à Marseille Nord, et où les questions, on va le voir plus tard, les questions de besoins des artisans en approvisionnement sur effectivement des chutes de textiles ou des matériaux pour pouvoir confectionner de nouveaux produits est assez prégnante. Donc des changements sur ces exemples locaux en fait qui vont modifier effectivement les approvisionnements, la logistique. Et là, c'est très très important en économie circulaire. Les principes de collecte, de stockage et de tri sont effectivement essentiels, et ils viennent bousculer en fait complètement la façon de faire qu'on avait. Alors traditionnellement, pas tout à fait, en tout cas sur laquelle reposaient nos systèmes économiques ces dernières décennies. Et puis c'est toute une question effectivement de nouveaux produits, de nouveaux marchés qui sont à saisir, on l'a vu dans les opportunités, et de compétences qui vont être effectivement soit rapatriées sur des savoir-faire qu'on avait et puis qu'on a délocalisés, soit qui vont être complètement je dirais, à inventer. Si je prends par exemple le cas de la déconstruction et du réemploi, on a dans le cadre de la filière des besoins sur les questions de reconditionnement du matériel, et donc des questions derrière assurantielles, parce que le bâtiment est un secteur qui est très très réglementé, et il faut aussi pouvoir compter sur toute la chaîne de valeur pour faire en sorte qu'un produit qui est réutilisé soit assuré selon les normes en vigueur. Et donc tous ces exemples locaux montrent qu'on a besoin en fait de modifier les façons de fonctionner, de modifier les chaînes de valeur, et effectivement tout ça
va nécessiter des coopérations amplifiées et nouvelles. Ici, j'ai mis une slide en fait sur la différence qu'on peut avoir sur la façon de traiter les boucles. L'idée, c'était de montrer en fait deux approches qui sont un peu différentes selon qu'on va traiter des matières organiques et inorganiques. Je vais passer assez rapidement sur ce point, mais l'idée, c'est de bien montrer que sur la face de gauche, vous avez en fait tout ce qui va concerner les systèmes biologiques à travers des ressources en fait qui sont renouvelables, et le principe, ça va être effectivement de les rendre à la terre. Ça, c'est très très important. Donc, on va pouvoir, par exemple, à travers des biodéchets, on va pouvoir en faire du biogaz, c'est très bien, mais on peut aussi remettre en fait ce carbone directement dans les sols. Et ça, c'est encore plus important. Il y a une logique aujourd'hui, vous avez sans doute entendu parler du terme régénératif, hein, donc c'est avoir un impact positif net dans son activité. Alors c'est quelque chose d'assez ambitieux, mais par exemple le fait de restaurer les systèmes biologiques en réintroduisant le carbone dans les sols, c'est un élément qui est très très important. On parle beaucoup de décarbonation, c'est un mauvais terme. Il faudrait parler plutôt de décombustion et en revanche de recarbonation si on considère les sols, c'est-à-dire prendre le carbone d'en haut, le CO2, et le remettre en fait dans les sols de telle sorte qu'il favorise la biodiversité et la santé des sols. Et puis vous avez à droite les systèmes techniques où on va avoir toutes ces boucles. Donc la première chose, ça va être effectivement de faire une boucle au niveau, donc évidemment des matières, du choix des matières, des process de fabrication, de la relocalisation, et puis ensuite toutes ces boucles qui vont intervenir sur l'importance, par exemple, de la réparation et de la maintenance. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. C'est quelque chose qu'on avait oublié ces dernières décennies, avec à la clé beaucoup de création d'emplois. Les principes évidemment de réemploi, de réusinage, on l'a vu tout à l'heure, et in fine, quand on ne peut pas faire autrement, effectivement, de recyclage. Tout ça pour éviter l'incinération et l'enfouissement. Mais on a sur les systèmes techniques une approche qui est quand même différente, puisqu'on a des matières inertes, et donc la question, là, c'est effectivement de l'optimisation de la réutilisation de la matière. Là où pour le système biologique, c'est plutôt d'avoir un cercle vertueux qui va reprendre celui de la nature. Alors tout ça nous amène à quelque chose qui est fondamental en économie circulaire, qui est comprendre le cycle de vie. Le cycle de vie, vous l'avez de façon un petit peu simplifiée à gauche, hein, de l'extraction, enfin de la conception, hein, puisqu'on l'a dit, c'est très très important de tout prévoir en amont, et puis ensuite des phases d'extraction jusqu'à ce qu'on appelle la phase de fin de vie. Et j'ai pris un exemple en fait avec le bâtiment pour montrer à quel point on va avoir toute une série d'étapes et surtout pour illustrer le principe de la chaîne de valeur, parce que aujourd'hui, quelle que soit son activité, on va être intégré en fait dans ce qu'on appelle une chaîne de valeur, c'est-à-dire tous les acteurs, depuis l'amont jusqu'à l'aval, qui vont intervenir. Et à chaque étape, en fait, on va avoir des impacts qui vont nécessairement pas être les mêmes. Ça va être sur des émissions de CO2, ça va être sur la question de la ressource en eau, ça va être sur la question des pollutions. Et c'est important en fait d'avoir cette vision et de bien connaître son cycle de vie, enfin le cycle de vie de son produit, et de venir en fait l'intégrer dans une chaîne de valeur pour savoir à quel niveau on se situe et de savoir en fait avant soi quel est l'acteur avec lequel je peux travailler et après moi quel est l'acteur avec lequel je peux travailler. Vous avez une particularité sur le bâtiment sur la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire le chantier, voilà, et vous avez un élément qui a été ajouté dans ce cycle de vie qui est sur la rénovation et la réhabilitation. Qui aujourd'hui sont a priori comment dire, les deux démarches qui seront privilégiées dans le futur, donc avec des questions qui ne sont pas évidentes, hein, sur le besoin de logement, sur le zéro artificialisation nette, bon, des choses qui sont assez complexes, mais qui nous permettront effectivement à terme de diminuer en fait tous ces impacts. Donc le cycle de vie, c'est à la fois une question d'étape, de l'extraction jusqu'à la fin de vie ou la seconde vie, si on parle d'économie circulaire. Et c'est aussi une question en fait de catégorie d'impact. C'est-à-dire que
à chaque étape vont correspondre des impacts qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et c'est important parce que ça permet de dépasser aussi la vision du carbone uniquement pour aller sur la question de l'eau, l'épuisement des ressources, toute une série d'impacts qu'on va retrouver notamment dans les grilles d'éco-conception. Alors, la coopération, j'ai voulu faire un petit retour aux sources. Créer des boucles, en fait, c'est coopérer et c'est finalement reproduire les principes du vivant. Et ça, c'est important parce que derrière l'économie circulaire, qui est traitée de façon un petit peu isolée, c'est la question du vivant qui nous importe. J'ai pris deux exemples. Le premier, c'est la symbiose entre donc la coopération. Symbiose, c'est une coopération entre le corail qui va permettre en fait à cette algue qui s'appelle la xanthelle, la zooxanthelle, voilà, qui est un végétal. J'en profite pour rappeler que le corail est un animal. Et là, il va y avoir une symbiose entre les deux qui va faire que l'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner sans leur partenaire. Et ça, c'est l'histoire de la vie, et tout est conçu de cette façon. Le second que vous avez à droite, c'est la mycorhize, et ça, c'est un phénomène naturel absolument exceptionnel, et absolument indispensable. C'est l'association symbiotique qu'on peut avoir entre un arbre et un champignon. Le champignon, contrairement à l'arbre, n'effectue pas la photosynthèse, et donc il va récupérer auprès de l'arbre les sucres que l'arbre fabrique grâce donc à la photosynthèse, donc grâce à l'énergie du soleil et au dioxyde de carbone. Et en échange, en fait, le champignon, à travers son réseau, donc ce qu'on appelle le mycélium, son réseau en fait dans le sol, va aller va apporter de l'eau et les nutriments essentiels à l'arbre. Et donc ça, c'est l'histoire en fait du vivant, et c'est finalement ces cycles dans lesquels on doit se réintroduire et qui sont très très importants et qui sont le synonyme de la coopération qui est à la base de tout. J'en profite pour dire que lors de la photosynthèse, le déchet de la photosynthèse, c'est l'oxygène, qui est un déchet pour l'arbre. Et ce déchet, il est évidemment réutilisé pour tous les animaux, dont nous. Donc, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Une sorte de recyclage permanent, et c'est de ça dont on s'inspire à travers la coopération, les principes de l'économie circulaire. Et derrière, on a les questions de métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est quoi? C'est finalement qu'on soit une plante, un individu, une organisation, une ville, un territoire, ou même la planète Terre dans son ensemble, on fonctionne à travers donc des éléments qui sont reliés les uns aux autres, ce qu'on va appeler des systèmes qui sont traversés par des flux d'énergie et de matière en permanence. Et ce sont ces systèmes en fait qu'on doit essayer de faire évoluer pour mettre en place les principes d'économie circulaire. Donc, on a à la fois l'aspect coopération et on a ce qu'on appelle l'aspect systémique. Si dans un système, vous changez un élément, par exemple, dans une organisation qui ne fonctionne pas, vous changez une personne, vous pouvez vous apercevoir finalement que le fait de changer la personne ne va pas changer grand-chose au dysfonctionnement. C'est tout simplement parce qu'on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus systémique, beaucoup plus large, où il va falloir comprendre les interrelations entre les uns et les autres, et surtout pouvoir reconfigurer le système, repenser quel est l'objectif du système, quelles sont ses règles de fonctionnement, quelles sont les interrelations entre les différents éléments pour pouvoir trouver l'équilibre satisfaisant. Et donc ça, c'est valable aujourd'hui à travers la question des flux qu'on va aborder après, mais le vivant non humain va être traversé effectivement, va avoir besoin d'énergie, il va produire de la matière qui va être utilisée par l'humain. Donc ça, c'est votre métabolisme à vous. Donc ça va être par exemple le cas de la microbiote que vous avez, ce second cerveau qu'on a et qui permet de réguler en fait notre organisme. Donc la question du métabolisme, la question de l'organisation. Ça peut être une entreprise, une association, peu importe, mais on va avoir le même fonctionnement. La question d'une ville, c'est pareil, on va raisonner en termes de métabolisme avec des flux entrants
et des flux sortants. Par exemple, si on prend la question de l'autonomie alimentaire, une ville comme Paris ou Marseille, si demain vous fermez en fait la ville, vous avez à peu près 3 jours d'autonomie alimentaire. Et donc ça pose effectivement la question du métabolisme, du fonctionnement, où est-ce que je vais puiser les intrants et comment tout ça fonctionne ensemble. Et puis finalement, vous l'avez au même niveau si on raisonne de façon très très macro au niveau de la Terre, qui d'ailleurs pourrait être rebouclé avec le vivant non humain pour avoir encore une fois cette vision globale. Donc c'est très très important de comprendre la question du métabolisme et la vision systémique à travers les flux. Et cette problématique de flux, en fait, je l'ai résumé de façon assez simple ici avec des flux entrants, donc d'énergie et de matière. Donc on l'a vu, ce qu'on doit avant tout favoriser, c'est la réduction de ces flux en amont. Mais on a besoin de malgré tous ces flux. Donc, on va ensuite avoir à travers nos différentes étapes de transformation, de fabrication, donc de production et de consommation, pour faire simple, des flux intermédiaires, et puis des flux sortants qu'on appelle aujourd'hui déchets. Et tout ça va nous amener en fait à des enjeux qui sont des enjeux en fait de gisement et de débouchés. Les gisements, en fait, c'est d'identifier, de regrouper et de massifier les flux. C'est très très important de pouvoir en fait récupérer ces flux, et donc c'est toute la question aussi de cette nouvelle logistique qui est à mettre en place. Et pourquoi massifier les flux? Parce que si demain vous avez dans votre activité, vous avez quelques kilos d'une matière qui pourrait resservir à quelqu'un d'autre, le débouché, enfin oui, le débouché va pas être évident parce qu'en fait ce flux il va être trop faible pour générer en fait une activité, une filière, une rentabilité, n'ayons pas peur des mots, puisque ça compte. Et donc, c'est toute la question, en fait, de l'identification des flux et ensuite du regroupement de ces flux pour mettre en place des nouvelles façons de fonctionner. Et donc, c'est toute la question des débouchés pour transformer ces coproduits et ces déchets en ressources. Et derrière cette question des débouchés, c'est aussi la question de euh, comment est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui les matières telles qu'elles nous sont proposées, quand elles le sont par exemple en termes de coproduits ou de déchets, et de se poser la question de ce qu'on peut en faire. Et ça, c'est une approche en fait où on retourne un petit peu le concept. Et donc, pour tous ces éléments, pour répondre à ces enjeux, la coopération, ben, elle est évidemment essentielle parce qu'on retourne un petit peu la table. Et pour permettre en fait ces boucles, on va avoir besoin de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur. Alors, des approches systémiques, j'ai pris un exemple, par exemple, avec les biodéchets. Alors, les biodéchets, aujourd'hui, la gestion des biodéchets, c'est une obligation, mais si on regarde d'un point de vue uniquement réglementaire, bon, bah, finalement, on va pas très très loin. D'ailleurs, aujourd'hui, le constat, c'est que on est encore très très loin des objectifs qui sont fixés. Maintenant, si on le regarde de façon systémique, alors j'ai mis ici une approche One Health. One Health, c'est une santé, hein, c'est la santé des écosystèmes et la santé des humains qui fonctionnent en fait ensemble. Donc on va avoir, si on prend ici le principe de collecte, on va avoir effectivement cette valorisation des déchets, mais qui va ensuite servir à faire du compost, donc de la matière fertile, donc avec la création d'emplois locaux à la clé. Et puis ensuite, tout ça va nous amener aussi, c'est une substitution, puisque le compostage va venir en alternative des intrants apportés, hein, donc les engrais azotés qui sont faits pour la plupart, c'est de la chimie, hein, donc qui sont faits, qui peuvent être faits en Allemagne ou ailleurs, en tout cas qui sont pas faits chez nous, donc qui dégradent aussi notre balance commerciale accessoirement. Et donc ce remplacement donc par de la matière fertile issue de nos biodéchets, elle va venir en soutien en fait des agriculteurs, avec la possibilité par exemple de faire du maraîchage local, avec des sols qui vont être comment dire, sainement nourris, restauration de la biodiversité, et puis tout ça va alimenter en fait les cantines avec des aspects directs sur la santé, pour prendre le cas des cantines des enfants, et puis aussi un système ensuite à travers même les cantines de récupération des biodéchets. Alors, en général, il y en a moins qu'on s'est fait comme ça, puisque les enfants sont plutôt très satisfaits et finissent leurs assiettes. Et donc là, on a une vision qui est une vision en fait de ce que peut apporter à plusieurs niveaux
une approche systémique circulaire plutôt que de l'avoir sur une vision en fait uniquement réglementaire. Et donc là, il y a un besoin de pédagogie pour expliquer en fait tous ces éléments. Repenser les territoires. Donc ça, c'est effectivement le principe de la coopération. J'ai pris l'exemple de la zone d'activité de Kallenborg au Danemark. Ça, c'est intéressant, cette question de métabolisme qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, on va pouvoir le trouver au niveau du territoire à travers un métabolisme, ce qu'on appelle territorial, où en fait chaque organisation va être reliée à une autre et où les échanges de flux, que ce soit d'énergie ou de matière, vont pouvoir en fait s'opérer. Alors, cette cette zone d'activité de Kallenborg au Danemark, elle a été pensée, donc là on revient sur les principes d'éco-conception, elle a été pensée en amont de la sorte, donc ça a été entre guillemets plus simple parce que on préinstalle en fait toute la logistique de transfert de ces flux. Donc, ça peut être de la récupération de chaleur, ça peut être des matériaux qui transitent. Voilà. C'est effectivement un petit peu plus compliqué quand la zone d'activité est déjà existante avec une diversité d'acteurs qui n'ont pas nécessairement en fait de liens directs les uns entre les autres. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, notamment à travers la zone de Pictou, qui est une zone fortement industrielle, donc sur le bassin de Fos, où on va travailler sur tous ces éléments et comment, à l'échelle d'une zone d'activité, on va pouvoir faire circuler l'énergie et les matières en circuit fermé. C'est des coopérations qu'on va trouver un petit peu partout. Alors, on a un exemple avec la Drôme, alors qui est un territoire rural, hein, qui n'est pas nécessairement comparable au territoire qu'on a ici autour d'Aix-Marseille, par exemple, mais à travers la Biovallée. Donc là, c'est tout un écosystème complet. Et là, on a à la fois les acteurs de la production, mais on a aussi comment dire, les politiques qui sont engagés, on a les habitants pour créer en fait un cercle vertueux et diminuer la pression environnementale, donc sur une échelle qui est très conséquente. On a l'exemple aussi d'Ecopal, qui est un regroupement d'acteurs en fait engagés sur la zone de Dunkerque. Et puis on va trouver ici, localement, euh, des, euh, des démarches qu'on appelle d'écologie industrielle et territoriale, où on va chercher en fait à mutualiser les équipements, on va chercher à partager les ressources, on va chercher à faire en sorte que le déchet de mon voisin puisse être réutilisé en boucle fermée. Donc on a l'exemple avec Régénazur sur le Pays de Grasse, le projet Phoenix à La Ciotat, ou Symbiose Vallée, le long du Vaune, où là, un certain nombre d'acteurs, avec toute leur diversité, vont partager en fait des flux, donc déjà de l'information au départ, et puis ensuite des projets pour boucler ces flux. Je vous ai mis le lien ici sur Synapse, qui est le réseau national des acteurs de l'EIT, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors, les bénéfices de la coopération sur ces principes d'économie circulaire, ils sont absolument gigantesques. C'est d'abord la question des emplois, donc à travers le retour des démarches qui vont viser à maintenir et à réparer en fait l'existant. C'est aussi tout ce qui va concerner la R&D sur sur les process, comment je peux diminuer en fait ma consommation d'énergie et de matière. C'est les questions de relocalisation qui sont prégnantes aujourd'hui compte tenu du contexte géopolitique. Alors, c'est pas évident hein, sur certains sujets industriels. On sait qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais le principe en fait de relocaliser, si je prends le cas du textile, on a des choses qui sont assez intéressantes et qui se développent à travers le fait de récupérer des fibres, de pouvoir les décomposer, les désassembler pour ensuite reproduire en fait de la matière vierge secondaire, hein, c'est le nom qu'on lui donne, pour pouvoir refabriquer localement. Et puis c'est la question de tous les futurs métiers qui ne sont pas encore qui n'existent pas encore et qui vont se développer en fait sur ces principes. Le second point, c'est évidemment l'innovation. Et là, j'en profite pour dire que l'innovation, alors évidemment,
elle est technique, mais elle n'est pas que technique, elle est aussi dans la façon de piloter les activités, de donner des objectifs et la façon de s'organiser, que ce soit au niveau de l'entreprise ou justement au niveau d'une zone d'activité ou d'un territoire. Et puis, c'est les multiples partenariats qu'on va pouvoir développer, les projets communs qui vont pouvoir être bâtis et être bâtis sur des principes de solidarité. C'est ce que j'ai indiqué à la suite, parce que la coopération, c'est avant tout tisser des liens dans un monde qui est de plus en plus, comment dire, impersonnel, euh, où, finalement on perd un peu la distance avec les personnes. Eh bien, ce principe de coopération, c'est retrouver aussi le plaisir de partager en fait, de se rencontrer, de partager des projets. Et puis de ne pas rester seul face à la complexité des enjeux. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très très important. Moi, au quotidien, je rencontre que ce soit des entreprises ou des individus, des organisations, des individus où l'éco-anxiété, en fait, se manifeste d'une façon ou d'une autre. Alors, plutôt que soit de faire l'autruche parce qu'on est dans le déni et on ne veut pas regarder ce qui ne va pas, soit de se dire que on aura des solutions qui n'en sont peut-être pas, et ben le mieux, ou de rester dans son coin et avec toutes les conséquences que ça peut avoir, ben le fait de partager, de se retrouver, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et quelque chose aussi de pertinent, notamment pour monter des projets. Et enfin, sur le territoire, c'est les questions de l'adaptation. Donc, comment le territoire sur lequel je suis ancré va pouvoir s'adapter à toutes les conséquences de ces dérèglements, de ces dysfonctionnements environnementaux qui sont déjà à sentir parfois très fortement. La question de la résilience, effectivement, hein, donc ce sont deux sujets qui sont assez proches. Et puis finalement la question du bien-être. Voilà, tous ces déchets, toutes ces pollutions. Au quotidien, voilà, on n'a pas envie de ça. Donc, c'est aussi quelque part, si on met le curseur un petit peu plus haut, c'est la question du bien-être, de la reconnexion au vivant, que la coopération va pouvoir faciliter à travers ces principes d'économie circulaire. Voilà pour cette première partie. J'ai essayé de balayer quelques grands principes et je vais maintenant laisser la parole à nos témoins. Alors, je ne sais pas si Eric est avec nous. Alors, effectivement, nous avons un Eric à qui je vais laisser la parole. Est-ce qu'il s'agit de Eric Naville? Tout à fait. Ah, elle est impeccable. Du coup, hop, Eric, je vais autoriser le micro et la caméra. Tenez-vous prêts. Et on va vous laisser poursuivre. Alors, il est midi. Voilà, sachez qu'on peut encore rester ensemble un petit quart d'heure. À voir si c'est faisable pour l'ensemble des participants. Tuc, tuc, tuc. Eric, est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Parfait. Merci de m'accueillir. Je vais essayer de vous faire court. À la suite de Stéphane qui a bien balayé le tout. Moi, je suis donc directeur de la ressourcerie d'Aubagne et accessoirement un des partenaires créateurs de la plateforme collective des ressourceries pour le mobilier professionnel, dans ce que vous voyez à l'image. Brièvement, si vous voulez, dans tout ce qu'a dit Stéphane, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on se rend bien compte que, quoi qu'il en soit, un déchet, ou considéré comme tel, coûte quand même pas mal, finalement, d'argent ou de manipulation. Et pour pouvoir le remettre dans un circuit, soit matière, soit de reconstruction. Et une ressourcerie, à la base, c'est vraiment le réemploi. Le réemploi, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'effectivement, d'un objet,
on le remet dans le circuit pour sa fonction première. Donc, pour une réparation, tout simplement un examen, si vous voulez, un petit diagnostic sur l'objet lui-même, mais si possible, le moins possible, pour qu'effectivement, il puisse revenir à son emploi premier. Il change de main, en fait, si vous voulez. Le fonctionnement d'une ressourcerie, c'est très simple. Ce sont des apports volontaires de particuliers. Ça, c'est l'historique chez nous. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. D'autres, ça fait une vingtaine d'années. Donc, c'est vraiment le passage de témoin, je dirais, d'un objet d'une famille à une autre. C'est que moi, je déménage. J'ai, hélas, ce qui m'est arrivé récemment, une maman qui va en maison de retraite. Donc, je me retrouve avec un historique d'objets dans une maison assez monstrueux. Qu'est-ce que je peux en faire? À qui ça peut faire plaisir? Sachant que, ben, ma foi, moi, effectivement, le vaisselier de 5 mètres de large dans une immense pièce de mes parents, bah, je ne pouvais pas le rentrer dans mon appartement actuel. Donc le contenu, on peut le donner. Le vaisselier, hélas, il va plutôt servir à être démonté pour récupérer sa matière. Mais tout ce qui est à l'intérieur peut être réemployé. Et aujourd'hui, avec la mode, si vous voulez un peu du vintage, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même de très beaux objets qu'on peut récupérer. Et le but du jeu de la ressourcerie, c'est de le proposer à une vente, dans une vente tout à fait à bas prix pour qu'il puisse avoir une seconde vie. Donc ça, c'est vraiment la base. Le réemploi supprime, si vous voulez, complètement la carbonation d'un objet, puisque effectivement, si moi je vais acheter ça dans un magasin traditionnel, forcément, je vais avoir un lieu de fabrication, du transport, parfois très très éloigné. Je pense notamment à ce que disait Stéphane sur la filière textile, qui est une catastrophe, qui est en train de nous péter à la figure, mais dont on ne prend absolument pas conscience en ce moment. Puisque jusqu'à maintenant, on avait comme clients l'Afrique, le Pakistan et d'autres pour pouvoir nous servir d'exutoire pour certains de nos textiles. Aujourd'hui, tout est bouché par la Chine, donc ils ont bouché, si vous voulez, les exutoires africains par leur propre production, mais en plus, ils viennent vendre en France avec Shein et d'autres, et bien d'autres. Et nous, on le voit dans ce qu'on reçoit à l'heure actuelle en textile. C'est une catastrophe, puisque un beau vêtement que vous avez récupéré chez votre grand-mère, votre maman ou ailleurs, vous pouvez facilement le reproposer à la vente, moyennant un atelier couture ou quelque chose comme ça. Du Shein, ça se porte 3 fois, ça ne se lave plus, ça se jette, sauf que nous, on vient de nous le donner, on ne sait plus quoi en faire. Je ferme la parenthèse. Donc nous avons dans la filière réemploi, nous on travaille sur des meubles, sur le D3E, donc c'est les déchets électriques et électroniques. Nous avons aussi de la vaisselle, comme je vous le disais, des livres, de la couture avec du textile. Et tout ça, c'est du particulier à particulier. Quelques chiffres sur la région PACA, ça représente un peu plus de 9 tonnes. Nous, à la ressourcerie, on a traité à peu près 1,2 tonne d'objets. Et en général, la moitié, on tient la moyenne, la moitié part en recyclage, c'est-à-dire qu'on travaille avec des éco-organismes pour qui on va séparer les matières ou les ranger dans des bennes que eux vont récupérer. Donc nous, on jette rien. Et les 45 autres pourcents, ce sont des objets qui vont partir pour du réemploi. Le réemploi au travers de nos boutiques. Et par exemple, je suis en train de vous parler sur un magnifique bureau dont je parlerai plus tard, avec des chaises autour de moi qui sont du réemploi, c'est-à-dire que c'est de la collecte qu'on a menée dans des entreprises. J'ai aussi à côté de moi une cafetière électrique, par exemple, qui a été donnée par quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a été réparée chez nous, et donc je peux me servir. Et là, si vous laissez vraiment un objet, c'est vraiment parlant. Ce sont des objets qui n'ont fait que transiter chez nous. Ils n'ont pas eu de transport, ils n'ont pas été refabriqués, remaniés, rematérialisés. D'accord? Ça, c'est important. Et j'ai une question que j'aime bien poser quand je fais ce genre d'intervention. C'est moi-même aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais commencer par moi. Qu'est-ce que je porte comme vêtement aujourd'hui qui est du réemploi? Eh ben, je vais vous avouer que j'en ai pas un seul aujourd'hui, j'ai honte de moi. Mais vous-même, aujourd'hui, est-ce que vous avez un seul vêtement qui est du réemploi? Qu'est-ce que vous avez en face de vous, chez vous, à votre disposition, tout de suite, là maintenant, qui est du réemploi? Quel est l'objet qui n'a pas été transporté sur quelques milliers de kilomètres ou centaines de kilomètres, que vous avez chiné quelque part, que vous êtes allé chercher spécialement, ou même qu'on vous a tout simplement donné. Ça, c'est intéressant aussi. Le don dans les familles, c'est important, la transmission. En plus, ça fait plaisir. Mais voilà, et c'est ça la base du réemploi. Comment éviter effectivement de carboner notre atmosphère? Ça, je pense que ça passe par le réemploi.
qui est une petite part parmi tout ce qu'a décrit Stéphane et qui me paraît intéressant à resignaler. Donc nous, c'est notre devoir de citoyen, et les particuliers qui viennent nous voir, pour la plupart, ont ce sentiment de nécessité de réemployer. Moi, je connais une dame qui vient de temps en temps nous voir et qui nous dit, ben voilà, je vous ramène des livres que je vous ai pris, elle va le faire dans peu de temps, je pense, je vous ai pris au mois de juillet, parce que j'ai mes petits-enfants qui viennent, et chez vous, je trouve des livres qui peuvent les intéresser, puis moi, ça me fait plaisir de leur donner. Donc, je les reprends à la fin de l'été, je vous les redonne, puis j'en prends d'autres pour Noël. Et vous voyez, la circularité, on est en plein dedans. Et donc, du coup, c'est intéressant. Cette dame, elle a tout compris. Elle trouve qu'en plus, ça coûte moins cher que d'aller à la bibliothèque, parce qu'elle a peu de moyens. Mais voilà, c'est ça l'histoire du réemploi. Et puis, pour parler un peu plus donc, Merci. de la ressourcerie, pardon, des plateformes collectives, c'est donc faire du réemploi adapté au monde de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de bureaux de mobilier qui sont jetés au moment des déménagements de certaines entreprises ou qui refont leur mobilier, qui en achètent d'autres. Et aujourd'hui, dans le cadre de leur RSE, ben, on a, nous, décidé de créer la plateforme collective de réemploi. Pourquoi? Parce que autant accueillir des petits objets pour une ressourcerie sur un territoire comme PACA, c'est assez simple. En revanche, du mobilier pro, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez sur les images, les chaises, par exemple, qui sont alignées. Ben, moi, en ce moment, je suis en train de voir dans l'entrepôt, parce que je suis juste à côté, des objets qui sont collectés chez Airbus. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'Airbus. C'est 100 bâtiments, 13 000 salariés, donc autant en plus de sous-traitants. Donc, c'est énorme. Et une ressourcerie toute seule ne pourrait pas collecter tout ça. Donc, on a décidé de créer la plateforme des ressourceries pour pouvoir collecter des bureaux qui sont en parfait état pour la plupart, des chaises, éventuellement simplement un coup de nettoyage et ça peut repartir, pour des entreprises qui recherchent, qui ont peut-être peu de moyens, pour aussi comment on appelle, des personnes qui se lancent dans des professions indépendantes, ou tout simplement des avocats ou d'autres qui ont des plus petits moyens, enfin plus petits moyens, plus petite surface. Et donc tout ça, ça trouve une fois de plus une seconde vie, un réemploi direct. Et la plateforme des ressourceries, ça réunit une dizaine de ressourceries sur le territoire PACA. Et on va même un peu plus loin, puisque avec notre partenaire Valdelia, qui est un éco-organisme d'immobilier pro, qui nous soutient financièrement pour le lancement de cette entreprise. Et heureusement qu'on l'a avec nous pour pouvoir lancer cette entreprise. Nous avons aussi des collègues qui peuvent venir d'ailleurs, de France, avec des plateaux, des chaises qui sont prêtes à l'emploi ou que nous-mêmes ici, nous allons pouvoir retravailler et pouvoir les remettre en circulation avec une carbonation très, très limitée. Voilà, Merci, Eric. j'ai voulu faire vite, excusez-moi, si j'ai été un Pas de peu rapide. souci. Je ne sais pas si on m'entend encore, Charlène. Oui, tout à fait. Oui, alors, un grand merci, Eric, et on confiera tous les liens Ouais, pour que les personnes merci à puissent. toi, merci à toi. Mais t'en prie, un grand merci. Juste, alors je sais, j'arrive pas à faire avancer, mais je crois qu'on a Stéphane avec nous, On poursuit avec Déotile. Stéphane. Oui, tout à fait. Je Oui, l'ai vu effectivement parmi les participants. Même chose, Stéphane, préparez-vous. Je vais activer micro et caméra pour que vous puissiez prendre la parole. Est-ce qu'on a une slide dédiée à oui. Stéphane? Alors, malheureusement, je n'arrive pas, je n'arrive pas à la faire Mhm. avancer. On va rester sur Eric. Alors, autoriser le Euh, micro pour Stéphane. Et normalement, vous m'entendez. Tout à fait. Bienvenue et merci Merci. pour votre participation. Du coup, Je j'attaque là comme t'aurais... ça vous va? Ah oui, non, c'est bon, j'ai j'a- la caméra aussi. Oui, si vous le souhaitez, aucune Hop. obligation. C'est un Charlène, tu peux peu. essayer d'activer la slide, pardon? Et Je te donne. je Ah, vais, c'est bon. je vais Allez, essayer de faire le nécessaire. normalement, c'est bon. On est. Ah, allez, super. Ouais, c'était celle Impeccable. d'avant. Ouais. Celle d'avant, Voilà. Allez, super. super. Je suis pas dans les meilleures conditions pour pour faire un call ainsi, mais bon. Moi, je vais reboucler sur la partie dont Stéphane a parlé sur comment dire, sur les limites de la Terre et notamment sur la partie phosphore et azote. Nous, notre idée, c'est de se dire que aujourd'hui, on a une grande déperdition sur l'azote, notamment. En fait, on a un système qui fait qu'on va capter de l'azote de l'air pour faire des engrais et que l'azote qu'on va ensuite ingérer par le biais des plantes qu'on va avoir mangées,
et ben en fait, on va le recracher dans les toilettes. Et aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher aux stations d'épuration, c'est le traitement de cet azote et de ce phosphore. Et malgré ce coût de traitement très élevé, c'est quand même un grand rejet, c'est une grande pollution. Donc il y a un trop grand volume d'azote et de phosphore qui sont rejetés. Et nous, l'idée, c'est de se dire comment on peut retirer cet azote et ce phosphore. Quand on a regardé d'où venaient principalement ces deux éléments, ils viennent principalement des urines humaines. Et là où c'est paradoxal, c'est que les urines humaines ne représentent que 2% de ce qui rentre dans une station d'épuration. Donc nous, en partant de ce constat, on s'est dit on va récupérer les urines humaines en entrée. Et à partir de cette récupération, nous, on va revaloriser ces urines. On n'a aucun intérêt à juste les stocker. Et donc, on les revalorise sous forme d'engrais. Donc, on revient un petit peu sur cette idée de circularité, tout en ayant aussi touché aux limites de la Terre. Voilà. Donc, c'était juste... je voulais faire rapide, mais c'était ces petits éléments-là, quoi. Oui, tu peux préciser, Stéphane, je ne sais pas si on m'entend, mais la question de l'eau, c'est-à-dire qu'au-delà de faire de l'urine un produit qui a du sens pour l'agriculture, c'est l'économie d'eau aussi que ça représente, enfin, que ça peut représenter. En fait, tout à fait. Il y a plusieurs enjeux. Donc, il y a l'enjeu de la matière, donc azote et phosphore. Il y a un enjeu énergétique, parce qu'aujourd'hui, on consomme de l'énergie en entrée pour créer les engrais et en sortie pour les traiter, enfin, pour traiter les effluents. Et il y a un enjeu sur l'eau, parce que nous, on travaille sur de l'urine séparée à la source. Donc, ça veut dire, en fait, c'est de l'urine qui ne va pas rentrer dans les réseaux d'assainissement, mais c'est de l'urine qui va rentrer par des toilettes sèches à séparation. Et nous, on va récupérer la partie juste urine. Donc, en fait, ça économise la chasse d'eau. Et en fait, ça, c'est un autre constat, mais qui est plutôt celui de Emmanuel, mon collègue, qui est, en fait, aujourd'hui, on a une grande consommation d'eau juste dans les toilettes. C'est une consommation qui peut être très importante. On parlait avec Bouygues Immobilier il n'y a pas très longtemps, qui me disait que sur certains de leurs bâtiments de bureaux, c'était jusqu'à 85% de la consommation d'eau, c'était juste la chasse d'eau. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils sont en recherche de solutions sur l'eau et notre proposition pour eux est une valeur. Voilà. Super, merci Stéphane. Donc, une démarche qui est vraiment promise à un bel avenir avec une matière une ressource dont on ne manque pas, si je peux. Exactement. Voilà. Merci Stéphane. Et merci je laisse beaucoup. la parole à Thibaut, notre dernier témoin. Oui, tout à fait, Thibaut est là. Thibaut. Oui, il est bien connecté. Thibaut, la parole est à vous. Juste avant midi, c'est important, avant le repas. Thibaut, Alors. est-ce que vous nous entendez? J'ai effectivement... Hop là. Alors, je ne sais pas si Thibaut nous entend. Ce que je peux peut-être dire, je ne suis pas sûr que Thibaut soit avec nous. Le principe, je vais me permettre de parler rapidement à la place de Thibaut, mais Ipsago, c'est zéro gaspille à l'envers. Ah, tu es là. Alors, est-ce que vous parvenez, Thibaut, à... Donc, j'ai autorisé le micro, comme avec Eric et Stéphane. Dites-moi si vous avez un souci au niveau de la technique sur le chat pour qu'on essaye d'y pallier. Alors, juste peut-être pour dire quelques mots sur ce que fait Ipsago, j'ai l'impression que la technique nous fait défaut. Donc Ipsago zéro gaspille à l'envers. L'idée c'est quoi? C'est de revaloriser en fait à la fois tous les coproduits issus de la production par exemple de l'agroalimentaire ou de récupérer en fait des produits qui sont aujourd'hui qui ne correspondent pas aux standards en fait de la distribution, donc des légumes par exemple qui sont pas forcément très bien calibrés, en tout cas qui ne finissent pas sur les étalages. Et à travers la valorisation en fait de ces fruits et légumes
qui sont jetés. Thibaut réalise en fait des snackings sucrés et salés. La pâte est notamment la pâte qui vient accueillir en fait ces Vous purées de m'entendez? fruits et légumes. Ah oui, on t'entend. C'est bon, Euh, Désolé. Je Vas-y. reprends Stéphane du coup. Allez, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Oui, Évidemment, évidemment. bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, Ipsago, donc c'est une biscuiterie. En tout cas, Ipsago est connu pour ses biscuits. Mais la réalité, c'est que c'est la partie vraiment visible de l'iceberg. Nous, notre démarche, c'est une entreprise à mission avec trois grands piliers qui sont la lutte contre le gaspillage alimentaire à la source, la réinsertion sociale excusez-moi, la transition vers une alimentation plus saine et raisonnée. Effectivement, le but, c'est de créer des nouveaux ingrédients avec ces ressources sous-exploitées. On parle beaucoup d'économie circulaire hein, en ce moment. Euh, En revanche, on oublie parfois de dire que économie circulaire, c'est aussi de l'économie. Dans l'esprit en fait des gens, souvent l'économie circulaire peut être associée un petit peu à de la RSE, etc. Mais le réel impact qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on apporte des nouvelles sources d'économie à tous les acteurs impliqués dans une synergie. Donc, effectivement, nous, on va travailler sur les drèches de brasserie, donc qui sont les céréales utilisées pour faire la bière, mais aussi les tourteaux d'huilerie et bien d'autres coproduits, et également les fruits et légumes écartés hein, par les producteurs. C'est à peu près 20% des productions de la production qui est écartée pour des défauts de calibre esthétique. Et de tout ça, en fait, on va créer des ingrédients. Alors nous, on rachète ces ressources aux différents artisans et producteurs, tous les acteurs impliqués, et on va trouver des solutions plus résilientes pour valoriser finalement ces ressources, créer des ingrédients qui sont évidemment réemployables dans nos biscuits, mais aussi dans tous les produits finis qu'on peut imaginer du pain, des crêpes, des pizzas, etc. Donc finalement, le modèle qu'on crée à travers nos biscuits, enfin, on prouve que ce modèle est possible, mais maintenant, il faut réussir à le démocratiser et surtout s'adosser à des industriels, entre guillemets, qui sont conscients qu'il n'y a pas aujourd'hui assez de résilience, qu'on continue, tu en parlais Stéphane, de toujours importer alors qu'on a des solutions qui sont viables, vertueuses, économiquement aussi, et d'un point de vue alimentaire. Et toutes ces solutions sont à nos pieds. Maintenant, il faut s'engager, il faut créer des partenariats, des synergies, de façon, avec cette réunion finalement d'acteurs, petites TPE, PME et industrie, à trouver des solutions pour l'alimentation de demain, pour recréer de la richesse qui est à nos pieds mais trouver des techniques, de la recherche et le développement, etc., pour aller beaucoup plus loin et avoir un impact beaucoup plus conséquent sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à la source. Merci Thibaut. C'est très très important que tu signales que l'économie circulaire, c'est de l'économie. Ça, c'est vraiment un point absolument essentiel. Et je voudrais te remercier et surtout dire que moi, je connais les produits Thibaut. Il y a une créativité dans les produits qui est vraiment hyper intéressante, au-delà du fait que c'est vertueux. Et c'est extrêmement bon. Voilà. Et je crois que pour un produit alimentaire, c'est important évidemment de le rappeler. Un grand merci Thibaut. Merci à vous. Alors, Charlène, je ne sais pas si on a assez largement dépassé le temps, donc je voudrais pas qu'on retienne peut-être trop longtemps. Très bien, oui. Effectivement, une conclusion peut-être, Stéphane. Ouais, une conclusion que pour ceux qui souhaitent aller plus loin, en fait, euh, ils recevront en fait cet élément, mais je crois que ce qui est très très important, et pour revenir sur la coopération, c'est vraiment en fait de partager toutes ces thématiques avec un point qui est important, c'est de connaître son activité, d'aller un petit peu dans le détail, de connaître ses flux et de sensibiliser, de former ses équipes. Et à ce moment-là, on devient moteur et on peut s'intégrer dans des dynamiques plus larges, un petit peu en forme de poupée russe. Et c'est là que la coopération prend tout son sens. Et on transmettra effectivement
les dernières slides que je passe rapidement pour que vous puissiez aller plus loin si vous le souhaitez. Et un grand merci à tous pour votre écoute et à nos témoins d'avoir contribué et partagé leurs activités. Merci à eux. Merci beaucoup Stéphane, merci à tous les participants, aux témoignages également de ce webinaire. C'était un plaisir. Donc du coup, la présentation qui vous a été présentée par Stéphane Aucoin vous sera adressée à toutes les personnes ayant assisté à ce webinaire. On a encore des questions dans le chat, mais je me permettrai Alors, du coup de les... Oui, je peux y répondre si... en tout cas pour ceux qui peuvent rester. Bon, quelqu'un nous dit au revoir, mais du coup, juste, alors on n'est pas vraiment sur une question, mais plutôt sur une information. Il y a Aloïs qui précisait, je me permets de profiter pour vous informer que l'ADEME et la région Sud expérimentent depuis début 2025 un guichet unique pour vos demandes de subventions pour tout projet d'économie circulaire. Il est donc ouvert à toute entreprise, association et collectivité ayant un projet d'investissement ou un projet d'études en amont d'investissement. Voilà, avec des coordonnées qui sont jointes dans le chat de conversation. Voilà, sinon... oui. Merci de boucler la boucle. Voilà pour cette information bien précieuse. Les participants nous remercient, te remercient Stéphane et les témoins. On se dit à très bientôt pour d'autres webinaires de la transition écologique. Merci pour votre fidélité et on vous souhaite un excellent appétit et au plaisir de vous revoir tous bientôt sur d'autres actions économie circulaire en ligne ou bien sur des manifestations grand public ou professionnelles pour continuer d'échanger autour de cette thématique prégnante. Stéphane. Merci à tous et toutes. Oui. Merci et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.